trois enfants, Claire et jumeaux. Bon, on rejoint, ça j'arrive pas à parler. Tout va très bien, madame le marquis. Je veux dire qu'on était en confort pour passer Noël. Je suis maintenant Noël avec nos quatre enfants, mon petit frère et Antoine. Gros bisous, on sera chez Nathalie et ce soir chez Alexandre pour dîner avec Anne-Sophie. Gros bisous, joyeux Noël à tous. Au revoir. L'an 1975, le 16 août à 9 h, au bureau de notre brigade, se présente le jeune S, 19 ans, militaire au 126e RT à Toul, Meurthe-et-Moselle, en permission chez ses parents à Andelot-Blancheville, 52 700. Il nous relate les faits suivants. Le 29 août 1975 à 6h25 à ma montre, je me trouvais au quartier de Creznou, commune de Saint-Martin-de-Valamas, sur le balcon de la maison A. Cette habitation est située en bordure d'une petite route entre la départementale 120 et la rivière d'Érille. Admirant la nature, mes yeux se portaient dans la direction des hameaux de Rochebonne, sur la commune de Saint-Martin, et d'Usaïès, de la commune de Saint-Jean-Roure, Ardèche. Ce lieu est un champ de pâture entouré d'un talus planté d'arbres. Il est d'une superficie d'1 hectare environ. Il est situé au sud de la ferme La Poblet, à 300 mètres environ des bâtiments. Le 30 août 1975, à minuit 15, j'étais à Longage et j'effectuais une surveillance du complexe de M. Doumingue. Je regardais en direction du nord et j'ai vu dans le ciel une boule rouge qui changeait de forme. Les personnages ayant déclaré l'avoir vue sont de bonne foi, et vu le nombre de ces personnes, je ne pense pas que ce soit un mensonge. Monsieur C est connu à Longage. Il vient assez souvent aux répétitions de la clique. Le 30 janvier 1955 à 17 h, nous, maréchal des logis chef B, apprenons par Monsieur G, maire de la commune, que le 19 janvier 1955 vers 22 h, il a vu, au-dessus du village, un engin lumineux, genre soucoupe volante, se dirigeant nord-est-sud-ouest.
Il ajoute que son épouse ainsi que son petit-fils et Madame H ont été témoins de cette apparition. Ce témoignage pris isolément n'aurait pas de signification particulière. Ajouté à des dizaines de milliers de cas semblables, il est évident qu'il est la manifestation d'un phénomène extraordinaire. Les observatoires météorologiques régionaux, ayant eu connaissance de cette observation par la presse écrite et parlée, n'ont jusqu'à ce jour apporté aucun élément concret à l'enquête. Il en ressort que le phénomène lumineux n'a pas été identifié. 20 000 personnes sinistrées dans les champs. Il faut récupérer le bétail mort et incinérer les bêtes pour éviter tout risque de contamination. Le même jour à 9h, nous contactons le responsable de la station météorologique de Gillot. Il est porté à notre connaissance que dans le département de la Réunion, il n'est pas procédé au lâcher de ballons-sondes. Il s'agissait d'un petit bois attenant à une plantation de peupliers. D'après ses dires, l'objet volant s'est stabilisé à hauteur des cimes des peupliers. Un faisceau lumineux de couleur orange prenait naissance à l'arrière du disque. Ce faisceau avait une longueur d'une vingtaine de mètres et se terminait en queue de poisson large de 2 mètres environ. L'appareil se déplaçait à une très grande vitesse. Je l'ai suivi des yeux pendant 50 mètres, c'est-à-dire 5 secondes environ. Puis, il a disparu. Nous effectuons un croquis de l'état des lieux, des photographies sont prises, nous effectuons des prélèvements de terre. Le 11 février à 9h, par message radio, nous rendons compte de nos constatations à notre commandant de compagnie. En supposant qu'un engin venant de la Loire aurait roulé dans le pré, les traces partiraient de la rive pour se diriger vers le chemin de fer, ce qui n'est pas le cas. Nous nous transportons à hauteur de la ferme Ancro, où le véhicule semblait circuler en informant M. P que dès notre arrivée, nous mettrons notre projecteur tous azimuts en action. L'essai que nous faisons est concluant. Poursuivant notre enquête, nous apprenons que le propriétaire de la ferme Ancro fait brûler presque tous les soirs dans un fût de 200 litres les sciures et déchets de bois provenant de la confection de piquets de vigne. Ces sciures se consument lentement et selon l'appel d'air, des flammes se dégagent par intermittence. Bonsoir Thierry, je sais. Bonsoir Thierry, je sais, tu nous as dit que pas grand chose à la télé. Moi j'écoute Pulsion, j'ai une belle harmonie. N'est-ce pas Thierry? Bonsoir Thierry. Voilà, bon, bah Thierry, tu vois, je te propose un petit montage qui fait. L'endroit est délimité par les chemins départementaux 530, 430E, 430E1 et 197. Pour accéder au champ dans lequel est visible le point d'atterrissage, il faut partir du chemin. Copie du rapport d'analyse, laboratoire d'analyse médicale numéro 1669, A, L, pharmacien. Analyse numéro 750-060. Examen de prélèvement de terre, sol d'herbage en 2 échantillons remis par la gendarmerie de Lessay. Premier échantillon témoin, petite motte épaisse de 6 cm enveloppée dans du papier journal. Nature de la terre, argileuse, odeur du musc. Très franc, mesure du pH égale à 6. Le papier d'emballage ne dégage aucune odeur, brûle franchement malgré quelques traces d'humidité. Échantillon suspect, épaisseur de la motte 6 à 7 cm. Même emballage que le précédent, mais beaucoup plus humidifié. La végétation également abondante a été foulée. L'ensemble présente une odeur très nette d'hydrocarbures. Le pH de cet échantillon égal à 6.
comme l'échantillon témoin. Seuls les prélèvements 1, 2, 4 et 4 bis sont comparables de terre arable et prélevés superficiellement. Le prélèvement numéro 3, dont la composition chimique s'écarte notablement des autres, correspond effectivement à un échantillon de nature pétrographique différente. Mais là non plus, aucune anomalie ne peut être constatée, faute d'échantillon de référence. Il s'agissait de gravier et cailloutis, et non de terre végétale comme dans le cas précédent. L'herbe est écrasée et laisse apparaître la terre. Ces traces mesurent 10 cm de large. Elles sont jumelées et parallèles avec un espacement de 30 cm. Les plus importantes ont 4,20 m de largeur. Ces traces donnent l'impression de manœuvres de braquage et de contre-braquage de roues. Entre ces traces, nous remarquons que le sol est foulé, mais il ne laisse apparaître aucune empreinte de pas. Le 15 août 1975, vers 21h30, je me trouvais dans un parc situé entre Mareil et Sirel-et-Mareil, au lieu dit la loi de la Buée. Je fauchais un pré, non loin de la route reliant Mareil à Bourdon-Brognon, dans le 52, lorsque deux lueurs bleutées, espacées d'environ 2 mètres à ras du sol, ont attiré mon attention. C'est en lisant les journaux que j'ai réalisé que j'avais été témoin d'un phénomène étrange. L'ensemble est de couleur grise qui se détache dans la nuit noire. L'engin a une position stationnaire, paraît se tenir légèrement en suspens et semble vibrer. Je ne vois qu'une partie de l'objet. La partie droite est masquée par un obstacle que je ne peux déterminer, probablement une haie ou un rideau d'arbres. Le paysage aux alentours n'est pas éclairé et je ne le distingue pas. Jeudi dernier, 26 juin 1975, vers 20h, je suis sorti sur le pas de porte pour scruter le ciel car l'orage était menaçant. Il faisait bien jour, les informations de 20h n'étaient pas encore passées à la télévision. Sur le mur séparant la cour du pré, j'ai vu une forme humaine qui a émergé de ce mur à une vitesse extrême et a traversé la cour pour se diriger vers le chemin et l'étable. Cette forme était mince, j'ajoute même très mince, puisque je pense qu'elle aurait pu passer entre les barreaux de ma fenêtre, 20 cm. Transmission numéro 5577-2 du 2 juillet 1967 du général commandant régional de la gendarmerie nationale à Lille. Mission: recueillir tout renseignement susceptible d'apporter une explication au phénomène constaté par M. H, greffier du tribunal d'instance de Roubaix, dans le Nord, le dimanche 11 juin 1967 à 9h30 sur le territoire de Gravel, dans le Pas-de-Calais. Dans ce pré n'ayant aucun accès, il a relevé d'importantes traces provenant d'un engin inconnu qui n'a pu aborder ce lieu que par les airs. À toutes fins utiles, nous nous rendons sur les lieux. Actuellement, le fleuve bordant ce pré, cadastré sous le numéro 267, section E, commune de la Poissonnière, Maine-et-Loire, est en crue et recouvre en partie les prairies adjacentes, ne laissant subsister qu'une bande de terre de 40 mètres de large environ. Les clôtures de ces pâtures, constituées de 2 rangées de fils de fer barbelés, sont à moitié immergées.
hameau d'Alcorne, commune de l'Ailleul dans l'Aveyron, est situé à 2 km à l'ouest de l'Ailleul. Il est en bordure et au nord du chemin départemental numéro 138 reliant l'Ailleul à Huparlac. Le hameau est composé d'une dizaine d'habitations. Certaines sont groupées en bordure du chemin départemental numéro 138, d'autres sont plus isolées au nord, dont celle de mademoiselle M. Maria. La ferme M, légèrement isolée, se trouve en fin d'un chemin vicinal qui la dessert. Le professeur Philibert de Saint-Aubert vous parle. La réponse à votre question quotidienne, Thierry Lomel est-il un homme, va arriver dans quelques instants. Après de nombreux jours, que dis-je, d'années, j'ai réussi à trouver le point faible de votre animateur préféré, l'affronter de face. Attention, le moment décisif est arrivé. La cour de forme rectangulaire est devant la façade principale de la maison et sur toute la longueur de la bâtisse. La porte d'entrée est située en gros au milieu de cette bâtisse. La cour est séparée par le côté opposé à la maison d'un pré en contrebas par un mur de pierre de 2 mètres de hauteur. C'est par-dessus ce mur de 2 mètres de haut, venant du pré, que cette forme humaine a surgi et a franchi le mur avec une aisance qui n'était pas d'origine humaine. Cette forme humaine a jailli au-dessus du mur de la cour, a traversé celle-ci, large de 4,50 m sans apparemment toucher terre, et a disparu dans le chemin menant à la ferme M. Quelques secondes plus tard, mademoiselle M a revu le personnage sauter d'un pré à 120 mètres d'elle environ. Elle n'a vu ni la tête ni les membres, mais elle est sûre qu'il ne s'agit pas d'une véritable personne humaine. Ce personnage publicitaire, dont les bras étaient chargés de paquets de thermogènes, avait des couleurs vives. J'ai retrouvé ces couleurs sur les personnages vus jeudi dernier. Thierry, si tu es un homme, réponds-moi. Thierry, tu m'entends? M'entends-tu? Ah, Thierry. Thierry, il ne m'a pas répondu. Thierry n'est pas un homme, vous l'avez vu, comme moi. Ah. Malheureusement, ma sœur est malade et y voit très peu. Elle ne pourra pas être d'une utilité quelconque pour votre enquête. Je l'ai informée de mes constatations bizarres. Je riais même au cours de la narration des faits. Ce soir-là, j'ai quand même bien fermé les issues de mon habitation. Les fenêtres de mon appartement sont orientées vers l'est et je découvre par celle-ci toute la campagne Sainte-Marie. Il faisait nuit et le ciel était dégagé de tout nuage. À un certain moment, j'ai remarqué dans le ciel, au-dessus de Sainte-Marie, 3 lumières situées à une hauteur considérable. L'objet volant produisait un très léger bruit, genre souffle. Il a été surpris par l'objet volant, puis admiratif devant ce phénomène d'une rare beauté. Il n'a pas été effrayé. Il souligne qu'il n'avait jamais vu de couleur aussi belle que celle provoquée par l'objet volant. Sur l'engin, il y avait 2 gros projecteurs qui bougeaient par rotation. Ayant regardé cette lueur, j'ai eu mal aux yeux pendant toute la journée. Cet engin était silencieux, sans odeur. Les chiens n'ont même pas aboyé. Ayant pris mes jumelles grossissement 7,50, je pensais observer ce phénomène de mon second point d'observation. Mais plus rien ne se manifestait de semblable. Par contre, à ma grande surprise, toujours à l'ouest et à 30 degrés par rapport à l'horizon, j'ai découvert comme piqué dans le ciel et à l'œil nu 3 points lumineux et immobiles et dont la grosseur était évaluée de 8 à 10 fois à celle d'une étoile ordinaire et sans éclat. Ces lueurs étaient blanches. Mon fils a fait les mêmes observations et a pris des photos avec un appareil très simple de marque Kodak à cassette. Plusieurs groupements de recherche se sont présentés au bureau de notre brigade afin d'y recueillir des informations concernant ce phénomène, notamment le groupe Lumière dans la nuit, ainsi que le service international de recherche et de documentation sur les phénomènes inconnus. Moi, la nana qui allait à Lille, qui devait rentrer à Lille, vous avez bien cru tous, hein, et même Satanas est tombé dans le piège. Il a cru que je rentrais à Lille. Morveuse. Mais non, et d'abord je voudrais dire aussi une autre chose. C'est que je ne suis pas du tout sûre que ce soit Satanas qui
qui ait répondu l'autre jour à mon appel. Je trouve un peu louche, en effet, qu'il ait essayé de prouver ces trucs. En effet, moi aussi, j'ai compté combien d'inter téléphoniques il avait fait, et il en a fait 5, c'est sûr. Je te rappelle, allez, salut. Il est à noter que le fait signalé s'est produit à environ 800 mètres à vol d'oiseau de l'endroit où M. Amédée, habitant Vambèze, avait aperçu lui aussi un engin suspect, le matin du 10 octobre 69, relaté par le procès-verbal numéro 748 du 17 octobre 1969. Pendant que j'étais dans la cuisine, un violent coup de tonnerre a éclaté. Le bruit est allé en s'amplifiant jusqu'à l'éclatement qui m'a paru très proche. Cela a duré environ 30 secondes. J'ai ouvert la porte du salon au moment où le bruit s'est arrêté. Il était 0h50 environ. Il faut noter que dans la soirée du 6 novembre aux environs 22h, 3 coupures d'image ont été observées à la télévision. Mais ces faits se produisaient assez souvent courant octobre-novembre 1975. J'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait d'un incendie. J'imagine que ce phénomène se trouvait à 1 ou 2 kilomètres de chez moi. Dans la nuit du 5 au 6 mars 1974, 3 militaires de l'unité du capitaine C, commandant l'escadron 82 de la gendarmerie mobile d'Hyères dans le Var, ont aperçu vers la ferme de l'hôpital une forme lumineuse non identifiée. Cette lumière a suivi la patrouille dans ses déplacements jusqu'à la cavalerie, où elle a été observée par plusieurs officiers et sous-officiers de l'escadron. À part la construction en juin dernier d'une ligne électrifiée traversant le territoire, il n'existe pas d'autres transformations récentes en ouvrages métalliques s'identifiant avec les caractéristiques de l'engin observé. À ma connaissance, je ne vois pas parmi la jeunesse de Gravel des gens qui, dans le cadre de leurs études, soient des amateurs de construction ou de mise en œuvre de fusées. Encore un autre malade mental, n'en doutons point. Allô, salut, là les amis du bout du monde, je vais être très bref, bonsoir. Les humoristes noteront avec un clin d'œil que cette apparition s'est produite près du bois appelé La Trouille, le bien nommé.
ce n'est pas le seul point qui puisse prêter à sourire. En effet, les gendarmes, témoins privilégiés, en sont réduits à chercher d'autres témoins qui pourraient conforter, voire même préciser leur rapport d'enquête. Ces faits, en fait, n'ont eu aucun témoin. Et personne n'a été en mesure de préciser l'origine et la date de ce phénomène. Les gendarmes se transportent ensuite au domicile de l'auteur de la lettre. S. Antoine explique que s'approchant du lieu de l'apparition, il a été attiré par des sons bip bip qu'il peut prononcer une douzaine de fois. Il a cherché à savoir d'où venaient ces bruits et ainsi a découvert la soucoupe au fond d'un champ sur sa droite à une distance de 15 à 20 mètres. J'ai alors ressenti une chaleur étrange, accompagnée d'un souffle brûlant. J'étais figé, comme paralysé. Je ne pouvais faire un geste. C'est alors que j'ai aperçu un engin ayant la forme d'un grand chapeau ou d'une tasse posée sur une soucoupe renversée. Arrivé à destination, c'est-à-dire dans le champ décrit plus haut, l'observateur, dès qu'il foule le sol, est victime d'une syncope inexplicable, comme les 2 fois précédentes. Entendu à nouveau le 25 février 1975, S. Antoine ne peut expliquer ses pertes de connaissance chaque fois qu'il se rend sur place. Genre science-fiction, car je ne l'ai jamais vu lire des livres ou revues scientifiques. Les traces se sont arrêtées environ 20 mètres plus loin. Nous avons découvert 3 trous de forme irrégulière en raison de la consistance friable de la terre. Ils étaient gros comme des bols, ils formaient un triangle pointu de 1 mètre de côté. 2 traces identiques sont relevées sur le bord intérieur du U. Au centre de celui-ci, 3 trous sont disposés de façon quelconque. Ceux-ci sont de forme et de profondeur semblables, leur fond est plat et les angles légèrement arrondis. Nous remarquons également une coloration noire autour de ces trous qui peuvent être assimilés aux empreintes de pieds observées par le jeune V. Il est à noter que celui-ci n'a jamais varié dans ses versions. Nous l'avons interrogé à plusieurs reprises et nous avons même tenté de l'induire en erreur. Une remarque peut être cependant présentée, c'est que si un dépôt superficiel avait pu être laissé à proximité des traces énigmatiques, il aurait fallu pour le déceler ne prélever qu'une couche de terre d'épaisseur centimétrique, de façon à limiter l'effet de la dilution provoqué par la trop grande quantité de prélèvements qui nous a été confiée pour l'analyse. Souhaitant ainsi avoir répondu à votre attente et restant à votre disposition, je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'assurance de mes sentiments distingués. Aucun laboratoire local n'étant à même d'effectuer l'analyse et en l'absence de toute directive particulière, nous avions confié une partie des prélèvements à Monsieur L, membre de l'association Lumière dans la nuit. La terre a été transformée en bouillie claire au mortier avec une quantité triple d'eau bidistillée. Après un séjour de 24 heures, nous avons décanté le liquide surnageant la sédimentation. Ce liquide a été placé dans une ampoule à décantation de fine allonge. Nouveau séjour de 24 heures environ, après addition de quelques gouttes de Lugol, fort employé comme colorant sélectif, nous avons pu faire les remarques sommaires que voici. Monsieur L nous a montré l'éprouvette dans laquelle il a réussi à isoler du liquide pouvant être soit du cardane, soit du kérosène. L'odeur se dégageant du récipient est très caractéristique de ces 2 produits. De l'endroit où je me trouve placé, je peux voir tout ce qui se passe autour de moi. Mon habitation est située à 1 km environ et au nord-est de celle occupée par C.
Je suis souvent de service de nuit au passage à niveau numéro 27 qui se trouve à 2 km environ de chez C. Je n'étais pas employé dans la nuit du 12 au 13 novembre 1960. Au cours de mes services, je n'ai jamais vu d'engin ni rien de suspect dans le ciel. Aucune personne de la Londe, à ma connaissance, n'a rien remarqué d'anormal au sujet de l'apparition de la soi-disant soucoupe volante. Et bien entendu, la fameuse observation concernant les couches atomiques a été expliquée par le fait que le mouvement des électrons autour des noyaux crée des ondes stationnaires analogues à celles que l'on observe sur une corde tenue au debout par les enfants ou les tuyaux, n'est-ce pas, utilisés par Pythagore, et que ce sont ces ondes stationnaires donc qui expliquent les couches des énergies atomiques et moléculaires. Alors la musique donc se retrouve à tous les niveaux. Et on a même dit, je crois que c'est le professeur Tchnerovitch qui l'a dit, que les origines de la physique mathématique moderne plongent leurs racines dans la théorie de la musique. C'est en concevant sa gamme musicale que Pythagore a lancé en fait les fondements de la physique mathématique moderne où tout est rond, comme vous savez. C'est un phénomène mécanique, on est d'accord. Alors bien entendu, cette idée d'associer des notes musicales aux différents acides aminés qui interviennent dans les protéines, aux différentes bases nucléotidiques qui interviennent dans les acides nucléiques, ADN, ARN, cette idée n'est pas de moi, ce sont des Japonais qui l'ont émise en premier. Puis il y a eu des Américains, beaucoup de monde s'est mis là-dessus. Puis il y a une autre idée qui a été émise par le professeur Nietzsche notamment, et qui est d'associer aux vibrations des... J'ai constaté derrière un rideau d'arbres une ou plusieurs lueurs de couleur orange, plus ou moins vive, pouvant se comparer à un foyer de braise. Notez la précision de ce détail. Étant gêné par les arbres, je me suis décidé à chercher un lieu plus dégagé. Je me suis rendu immédiatement à la jonction de la Nationale 20 et de la route départementale 12, accompagné de mon fils, âgé de 12 ans. Je dois avouer que nous avons eu peur et que nous évitons de passer à proximité du champ en question. Il est à noter que dans ce champ, quelques pommiers sont disséminés, mais suffisamment éloignés les uns des autres pour permettre l'atterrissage ou le décollage d'un hélicoptère ou d'un engin volant inconnu. Bonjour, Bonjour, bonsoir. c'est à l'antenne? Oui, complètement, c'est magique, hein. Oh, bonjour. Oh, ça me fout un trac monstrueux, moi. J'arrive pas à m'y faire. Ce serait, Attendez 2 secondes. Moins fort dans le fond. Oui, allons-y. Sinon, Non, c'est pour faire radio libre, sinon on se perd un peu. là, c'est la première fois que je téléphone, j'ai vraiment trouille, hein. Oh, qu'est-ce qui se passe? Sinon, je voulais dire que, j'ai un problème. Oh, non, bah alors Clérasil, il paraît que ça élimine tout. Ah ouais, bah moi, Allons-y, allez, qu'est-ce qui se passe? bah alors j'ai 15 ans et puis, Et tu voudrais t'abonner à Hit? non, mais, je suis vachement timide et puis donc avec les mecs, avec... Oh, bah dis donc, moi je trouve que t'es pas tellement timide, hein. Ah bon? Bon, et puis voilà, je suis timide et puis j'arrive pas avec les mecs, quoi. J'arrive pas à parler, quoi. J'arrive pas à communiquer, à sortir, quoi. Et tu trouves que quoi? T'as des problèmes et tu voudrais que quoi en fait? Bah, j'aimerais bien sortir avec un garçon, je suis pas encore sortie. T'es pas encore sorti avec un garçon et tu voudrais sortir avec un garçon? Ouais, mais j'arrive pas à exprimer mes sentiments. Bah alors que je sais pas, moi, qu'est-ce que... T'en as repéré un déjà? Ouais, ça fait... Parce que sinon, ce qu'on fait, ouais. on te garde de côté, Ouais. et dès qu'on a un appel, on te met en conversation avec quelqu'un si tu veux. Ouais, mais moi j'ai peur. Au milieu du champ, et sur une circonférence de 30 cm environ, les feuilles présentent une décoloration longue de 3 à 4 cm. À l'intérieur de ce cercle, 3 traces circulaires d'un diamètre de 30 cm environ forment un triangle. Toujours le mystérieux triangle. Ouais, mais moi j'ai peur. Le 19 février 1975, à 22h45, au bureau de notre brigade, nous sommes avisés par M. S. Maximin que son fils Antoine a retrouvé, dans la soirée, l'usage de la parole et a retrouvé la vue. L'observateur désire que sa déposition soit rapidement enregistrée, car il craint de ne pouvoir rester lucide très longtemps. À cet effet, l'audition de l'intéressé est recueillie à 23h50.
Mentionnons qu'au début de notre entretien, S. Antoine porte à notre connaissance que 2 jours avant l'apparition, il avait déjà entendu dans un rêve les sons bip bip et que cela l'avait intrigué et énervé. À un moment donné, j'ai été obligé de m'arrêter comme retenu par une force naturelle. J'avais l'impression que mes tympans allaient éclater. J'ai alors pivoté lentement pour sortir du chemin et avancer quelques mètres dans un champ de maïs. Il termine sa démonstration en portant d'abord ses mains aux oreilles, puis au front et ensuite aux yeux. Sa face est grimaçante, il peut alors émettre un sifflement aigu, de très bas en crescendo tout en faisant tourbillonner l'index de sa main droite pointée vers le plafond, expliquant alors que l'engin s'élevait et disparaissait. Le disque se déplaçait à plat, comme une soucoupe renversée. À l'issue de l'entretien, S. Antoine, très agité, ne s'aperçoit plus de la présence de 2 militaires dans la pièce. À mon avis, il faut prendre cette affaire au sérieux. Je ne pense pas que S cherche à se rendre intéressant. Il n'a pas inventé cette affaire. Il a certainement aperçu un objet. Reste à savoir quel type d'objet. Quelles que soient les réponses, cette enquête est à rapprocher de celle effectuée par les gendarmes à Valençol en juillet 1965, où il y a eu un atterrissage en plein jour face à un agriculteur, M. Masse, qui lui aussi a vu descendre de l'engin un petit bonhomme avec à son côté un tube creux que le petit bonhomme a pris, qu'il a dirigé sur M. Masse et qu'il a paralysé. Il était environ 9h30 et nous roulions en voiture en direction d'Arras. Nous venions de dépasser Gravel et nous nous trouvions à peu près à 1,5 km de cette agglomération quand mon attention fut attirée par un objet de couleur sombre, immobile, au-dessus d'un champ bordant la route. Ce que j'avais pris au départ pour un cerf-volant s'avéra être, quand j'arrivais à sa hauteur, un engin d'apparence cylindrique et d'une taille égale à celle d'une voiture moyenne. Presque aussitôt, nous entendons un léger bruit, genre froissement d'ailes, et nous constatons qu'un engin, dont nous ne pouvons déterminer la forme exacte et la couleur, s'élève rapidement suivant une trajectoire est-ouest, laissant apparaître 2 lumières rouges de faible intensité, genre dispositif réfléchissant, distantes horizontalement, l'une de l'autre d'environ 50 à 60 cm. Arrivé dans un virage, j'ai stoppé le véhicule, j'ai éteint les lumières, j'ai coupé le moteur. Mon camarade, qui était en possession d'un appareil photo, a pris un cliché au flash. Pour ce faire, il n'est pas descendu de la voiture, mais s'est penché vers l'extérieur. Nous avons cherché à percevoir un bruit quelconque, nous n'avons rien entendu. Une fois le cliché pris, l'objet s'est rapproché de nous très rapidement. J'ai remis le moteur en marche et je n'ai pas pris le temps de faire demi-tour. J'ai enclenché la marche arrière et le plus rapidement possible, pendant environ 500 mètres, j'ai circulé en direction d'Andelot. L'objet nous suivait. À 23h15, nous nous transportons immédiatement sur les lieux supposés de l'atterrissage. Arrivé à l'intersection du chemin départemental 15 et du chemin départemental 45, nous observons à travers les haies, en direction de l'ouest, environ 3 ou 4 mètres du sol, un scintillement inconnu et bizarre. Nous estimons que ce phénomène se situe dans un pré, au lieu dit Vaugru, en bordure du chemin départemental 106, à 400 mètres de la sortie de Lezay. Seule une courte traînée de 50 cm se trouve à la base de l'engin. Aucune superstructure hublot ou autre caractéristique n'est aperçue. Les lumières rouges clignotaient et lorsqu'elles s'allumaient, elles balisaient le quart de l'appareil. Il faisait nuit et je ne peux vous dire si l'engin s'est posé au sol. À part les lumières, je n'ai pas vu l'engin, puis l'objet a disparu. Le noir se fait brusquement, la masse lumineuse disparaît
et il ne reste que les 3 personnages au sol. Elle voit très haut dans le ciel une traînée jaune qui monte en diagonale vers le sud à la vitesse d'une étoile filante. Elle quitte la maison après cela. Lundi 29 septembre 1975, vers 20h45, je circulais sur le chemin départemental 69 avec mon cyclomoteur motobécane. J'étais en compagnie de C. Bernard, qui me précédait avec son cyclomoteur. Entre Orlais et Chis, cette boule s'est trouvée un moment face à mon véhicule, un peu en avant, dans la ligne Tarbes-Rabastens. À ce moment-là, elle a pris une forme plus ovale, comme un ballon de rugby. Cette boule éclairait tellement devant et autour de moi que je voyais comme en plein jour. À proximité du carrefour, formé par la route nationale numéro 65 et le chemin départemental numéro 137 menant à Chantraine, dans la Haute-Marne, ils ont aperçu se profilant à l'horizon 2 demi-sphères de couleur orangée, se mouvant au-dessus des camps à très basse altitude. Ils ont pris des clichés photographiques à l'aide d'un appareil muni d'un flash. Lorsque les circuits électriques étaient près de ma voiture, je croyais que le feu était à l'arrière de mon véhicule. C'est d'ailleurs ce que je vous ai dit en arrivant de la brigade. Avant d'arriver à Rabastens, j'ai même remarqué comme une gerbe d'étincelles autour de ma voiture. Sur le moment, ils eurent l'impression de se trouver devant un avion en flammes, mais l'engin disparut en vol horizontal en direction du nord-ouest après quelques secondes. Au moment où ils l'aperçurent, un autorail qui se dirigeait vers Givet passait sur la voie parallèle à la nationale 51. Allô, oui? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, comment? Jean-François. Alors, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer plus en détail ce dont il s'agit. Ouais, alors, très exactement, c'est une soirée qui... New Wave, oui, New ça, Wave, on a alors, compris, mais pas essentiellement New Wave. Hein. Non. New Wave, punk, Oui. cold wave, techno-funk, high fidelity. Oui, alors, ça veut dire quoi une soirée? Ça veut dire que vous avez piqué la maison de vos parents qui sont en vacances pendant Ah non, 10 non, jours? non, c'est un truc dans une salle, dans un local de la commune, quoi, mais c'est un truc grand quand même. Ah bon, alors voilà, on va peut-être avoir des détails. Donc en fait, il y a une salle, Ouais. et que ce jour-là, à Arzano, vous organisez une soirée, et qui est payante. Ouais, c'est 20 balles. Ah Ouais. voilà, mais vous avez un sens de la promotion absolument extraordinaire. Ouais, je sais. Ah ouais. M, qui était un des clients du café Le Lion d'Or à Aigreville, où s'est réfugié A, prétend avoir vu un objet qui montait et descendait dans le ciel, avoir tenté de s'en approcher sur la route du Pignon Mirabeau et l'avoir observé à la jumelle. Selon lui, l'objet paraissait ovale et flasque. Il était blanc lumineux, moucheté de points noirs, et avait la taille d'une orange dans ses jumelles. J'ai accéléré ma machine et j'ai senti qu'elle ralentissait, même à l'accélération. Ça me bloquait l'accélérateur. Le moteur avait des ratés. Pourtant, mon cyclomoteur marche normalement et je n'ai jamais observé ni avant ni après ce soir-là ces effets de ralentissement sur ma machine. Je pense que si j'avais poursuivi ma route, le moteur se serait arrêté. Il faisait nuit noire, le temps était mi-couvert, il n'y avait pas d'étoiles dans le ciel et il ne pleuvait pas. Je n'ai pas consommé de boissons alcoolisées dans la soirée, ni la veille. Arrivé à 100 mètres dans l'eau, l'objet s'est stabilisé. J'ai toutefois continué la marche arrière jusqu'à un petit chemin où je me suis engagé. J'ai arrêté le véhicule, j'ai éteint toutes les lumières. À un endroit, j'ai vu une grosse boule qui était dans le ciel. Ayant regardé cette lueur, j'ai eu mal aux yeux pendant toute la journée. On aurait dit qu'elle marchait un peu. Elle éclairait comme si elle avait des projecteurs. Tout d'un coup, l'éclairage s'est inversé, a éclairé les usines du complexe de M. Doumingue, puis tout s'est éteint et je n'ai plus rien vu. Je
Je déconseille vivement aux rationalistes dogmatiques d'avancer l'hypothèse d'une hallucination collective. Ce serait méconnaître la réalité du dossier OVNI, basé sur des dizaines de milliers d'enquêtes dans tous les pays du monde, enquêtes réalisées par des enquêteurs professionnels. Je chercherais un auditeur qui aurait des billets à vendre pour Uranus. Uranus, qu'est-ce que c'est que ça, Uranus? C'est à côté de voyageurs, là. Les voyageurs, c'est quoi les voyageurs? La sonde spatiale, là. Oui. Vous avez rien de plus original en magasin? Non. Pas pour le moment, hein. Pas pour le moment. Bah écoutez, peut-être que d'ici 24 heures, vous aurez plus d'imagination. Hein? Parce que j'ai envie d'aller avec une copine, là, à Uranus. Sur Uranus, passer nos noces, quoi. Ouais. Et puis donc, je chercherai des billets, alors pas trop cher, entre 2000 et 3000 francs. Mais vous savez, le 7e ciel, c'est toujours beaucoup trop cher pour ceux qui ne le méritent pas. Alors, est-ce que vraiment vous méritez le 7e ciel et Uranus? Oh, je sais pas. Ah, faudrait savoir. Je vais lui demander à ma conscience. Et voilà, demandez-lui, et je suis sûre qu'elle sera très bon conseil. Bonsoir. Télégramme officiel. Depuis 5 à 6 ans, je porte des lunettes médicales. Je les portais le soir où j'ai fait les constatations relatées ci-dessus. Alors écoute, si un jour tu vas sur Uranus, faut surtout mettre un cachet. Parce que dans le ciel étoilé, il fait vraiment beaucoup trop froid. Exact qu'il y a environ 2 semaines, sans pouvoir préciser le jour, alors que je me trouvais dans la cuisine vers 22 h, j'ai eu mon attention attirée par une lueur bleu-vert dans le ciel. J'ai ouvert la fenêtre, mais je n'ai plus rien vu. Nous sommes restés environ 5 minutes dans le noir. Je m'éclairais au moyen d'une lampe électrique. Ils nous ont raconté ce qu'ils venaient de voir. Un engin lumineux aussi grand qu'une maison, avec des hublots. Ils ont employé constamment le terme de soucoupe volante. Sur le moment, je n'ai fait part à personne de ce que je voyais, pensant qu'il s'agissait d'un véhicule de circulation sur la nationale 30 venant dans notre direction. Toutefois, aucun véhicule n'est passé. Demain ou après-demain, je dois me rendre à Saint-Pierre, consulter un docteur qui doit venir à l'hôpital psychiatrique de Saint-Paul. En tout état de cause, je ne me considère pas comme un malade mental. J'ai été choqué et bouleversé, et cela m'a affaibli. Parfois, ma tête chavire et je dors debout. Je m'aperçois alors que quelqu'un me passe un mouchoir sur le visage, puis tout redevient normal. Télégramme officiel, le lundi 29 septembre 1975 vers 20h30, intersection chemin départemental 69 et chemin départemental 14, commune de Saint-Aubin-des-Châteaux, département 44, lieu-dit La Poblet, a été vu un ovni de forme rectangulaire, mesurant 2 mètres sur 1,50 m, ayant lumière rouge clignotante dans les angles. Il aperçoit aux environs du carrefour de la Villeneuve-en-Riec, à 500 ou 600 mètres en vol d'oiseau de son domicile en direction du sud-est, un grand brasier de l'importance d'une maison. 023. Les renseignements fournis par la description et par les personnes qui ont été témoins de cette apparition d'OVNI sont convergents. Il s'agit d'un même jour, le vendredi 29 août 1975, et de la même heure, à 6h25. La direction nord-sud des objets volants, séparée d'environ 6 km, provenait de la région des Nonières pour se diriger vers Mézillac.
Le deuxième témoin a été vivement surpris et même choqué par cette apparition, ainsi que A. René, qui, pendant plus d'une heure après son observation, était encore en état de choc. Le 19 novembre 1960 à 19h30, le service à Lalonde, en Seine-Maritime, procédant à une enquête sur le soi-disant atterrissage d'une soucoupe volante en forêt de Lalonde. Allô les petits jouets, ici encore la star des stars. Moi je vous téléphone pour vous dire que vous êtes tous nuls à chier. Moi je me fais ma petite radio sans antenne chez moi, je me mets le disque que je veux, je parle dans mon micro qui n'est pas branché. Et vraiment je m'éclate. Bon, en plus de ça, Thierry, moi je m'imaginerais, tu vois, ton studio, avec des gros seins sur tous les murs, des petits seins, mais hideux, c'est plein de boutons pistuleux, tout poilus, mais des très très gros seins, qu'on pourrait toucher comme ça, et puis on aurait une tapisserie toute molle, et puis on aurait une sensation de s'enfoncer comme ça. Tiens, j'ai envie de faire l'amour, je raccroche, salut. S. Antoine, plein de bonne volonté, veut conduire les personnes intéressées sur le plateau dit Piton Calvaire, mais doit y renoncer en raison de sa cécité. Le temps était à l'orage ce soir-là, il ne tenait pas à 20h et il n'y avait pas d'éclairs. Par contre, dans la nuit, des éclairs se sont produits.
ciel était très noir, complètement couvert. On ne voyait ni lune ni étoile. Le sol du champ, d'une superficie de 13 arts environ, est dénudé, mais quelques souches de maïs subsistent. Antoine fait quelques pas dans le champ, son regard dirigé vers le fond de la parcelle près du bois de Philaos. Il s'arrête subitement, porte les mains à ses oreilles en appuyant très fort, puis il vacille, s'écroulant sur le sol. Ses yeux sont rouges, il reste très longtemps à fixer un objet quelconque. Vers 15 heures, je me suis aperçu qu'il pleurait. Je lui ai demandé la raison de cette tristesse. Il a expliqué qu'il avait aperçu un objet en forme de grand chapeau de femme, avec 3 petits personnages à côté de l'engin, ainsi qu'un autre resté à bord. Antoine porte en permanence un chapeau. Je ne pense pas qu'il ait été victime d'une insolation. Il n'a jamais été malade, mais parfois, il a de la sinusite. Il est alors sorti de l'engin un petit bonhomme bizarre de forme boudinée, comme Michelin, également brillant comme la soucoupe. Il portait à la main droite un objet long de 30 cm environ, toujours brillant. Sur l'escalier, il avait l'air d'être à l'aise, mais dès qu'il s'est trouvé à terre, sa démarche est devenue différente, gauche, le sujet se déplaçait à pieds joints. L'itinéraire suivi par le personnage paraît invraisemblable si l'on se fie aux déclarations du témoin. En effet, le personnage a traversé un champ où l'herbe était haute, alors qu'il lui suffisait de le contourner. De plus, il a escaladé un mur de 2 mètres de haut pour rejoindre la ferme M, alors qu'un peu plus loin, le mur était beaucoup plus bas. Si le temps était à l'orage ce soir-là, il n'y avait aucune manifestation d'éclairs dans le ciel. Par contre, le lendemain soir, sa voisine, Madame T, avisée des faits, a constaté que l'herbe était couchée à l'endroit précis où le personnage avait surgi du pré. Ces 2 femmes ont également constaté que l'herbe était couchée dans le pré de Mademoiselle M et jusqu'au pied du mur, d'où a émergé la forme humanoïde et mystérieuse. Ils n'ont ni face ni membre, ils ont la couleur argent très vif, phosphorescent. Ils avancent rapidement, se dandinant. Les dandinements des 3 étaient synchronisés. Ils se glissaient vers nous assez rapidement, mais les dandinements étaient lents. J'ai comparé ces êtres à des sapins de Noël, donnant le reflet de guirlandes illuminées.
À un certain moment, mon fils m'a demandé ce que je voyais. Je lui ai répondu, je vois 3 personnes qui viennent vers nous. Il m'a rétorqué, alors tu vois ce que je vois. Pour une fois, ce ne sera pas un délire, ce sera juste une information. Pour vous signaler qu'il existe un club de jeux de rôle, de jeux tout court, c'est-à-dire Donjons et Dragons, Appel du Cthulhu, Chivalry Yangtze. Donc si vous voulez venir, vous venez le samedi à la maison pour tous du Golec Carillon à 14h30. Dimanche 5 janvier 1975, vers 19h, je regardais la télévision avec mes parents sur la première chaîne. Je suis sorti dans la cour pour uriner. Pour ce faire, j'ai allumé la lumière extérieure. Alors que j'arrivais dans l'embrasure de la porte, j'ai aperçu un engin de forme bizarre qui était posé dans un champ à 120 mètres environ de la maison. À ce moment-là, je n'ai vu qu'un dôme percé d'un hublot de couleur jaune brillant, le reste de l'appareil étant caché par une haie. Une fois mon observation terminée, j'ai poussé un cri qui a alerté mes parents. Ces témoins pensent qu'il ne s'agissait ni d'un avion, ni d'un ballon sonde, ni d'une étoile filante. La forme lumineuse observée le 6 mars 1974 était très mobile. Elle a parcouru un itinéraire de 10 km environ, puis a accompli une descente vertigineuse, a rasé le sol, est remontée très vite dans le ciel et s'est remise en position stationnaire. Je peux décrire cet engin de la façon suivante. C'était un objet grand, de forme ovale, plein de lumières éblouissantes, exactement comme dans les films allemands intitulés Patrouille de l'espace. Comment être sûr de la crédibilité d'un témoin? Voici une enquête type. Monsieur X observe un phénomène extraordinaire, mais il est mal connu des services de police ou de gendarmerie, et donc son témoignage, s'il est seul, ne sera pas pris au sérieux, ne sera pas classifié. Pourtant, peut-être, ce jour-là, cet homme qui, dans la vie quotidienne, n'était pas crédible, a fait un témoignage parfaitement recevable. Mais pour des raisons de rigueur intellectuelle et d'enquête, ce témoignage n'est donc pas pris en considération. La clarté était la même sur toute la surface des disques et on ne distinguait pas la présence d'ampoules. À la partie haute de l'engin, pratiquement à mi-hauteur, je distinguais nettement sur une ligne horizontale plusieurs points lumineux de même couleur que l'engin, c'est-à-dire jaune avec un mélange rougeâtre mais plus vif. Les contours n'étaient pas déterminés non plus. De ces boules me venait une très puissante lumière et des rayons qui m'éblouissaient. Le lendemain, j'ai eu mal aux yeux, que j'avais larmoyants et rouges. La nuit où j'ai observé cet ovni, je n'ai presque pas pu dormir, sauf un peu le matin. Il fait jour et le temps est très légèrement brumeux. En déposant son cyclomoteur, il regarde en direction de la ferme inhabitée de Colus. Son attention est soudain attirée par un objet de couleur vert très clair, évoluant au-dessus de la verdure, des châtaigniers qui se trouvent sur la crête de la colline. L'objet volant plonge dans la vallée en direction du ruisseau du Faille, en direction aussi de la ferme du Colus, passe au-dessus de lui à environ 50 mètres et poursuit sa trajectoire. L'objet aurait été visible de 22h30 le 11 août à 3h le 12 août 1975. De ma position, soit à 50 mètres des sapins et châtaigniers, j'ai nettement vu la brusque montée à la verticale de l'engin. Le champ en bordure de la départementale 10, au lieu-dit le Danis, commune de Noé, dans lequel l'OVNI aurait atterri, se situe à 500 mètres à l'ouest de l'agglomération du Noé. Le lieu-dit Podès, où Madame D. Odette a vu à son tour l'OVNI, est situé à 300 mètres à l'ouest de l'agglomération du Nord. Sa description de l'engin diffère légèrement de celle de M. C, car elle a vu l'OVNI muni de phares qui éclairaient la région comme en plein jour. En effet, je circulais avec ma voiture Manta, à bord de laquelle se trouvaient 3 autres personnes. Depuis 30 km environ, je voyais dans le ciel une lumière rose anormale. En arrivant aux abords du village précité, j'ai remarqué un objet de forme ronde et plate, laqué blanc, avec 2 gros phares blancs, dont l'un s'éteignit lorsqu'il s'approchait du sol. Sitôt arrivé au carrefour dit de la
descente de voiture, j'ai pu observer que le sol dans la cour de chez elle était éclairé comme en plein jour par le soleil. J'ai même remarqué que la maison, elle, faisait de l'ombre dans la cour. J'en ai déduit que ce phénomène devait se trouver au nord-ouest de l'habitation, elle. Quoi? Mais je meurs? Il me tue? Oh là là. J'accroche. Avant d'arriver au carrefour de Jean-Sac-Anceau, sur le chemin départemental numéro 8, j'ai encore aperçu d'autres lumières blanches à ma droite, assez près de ma route, dans les champs. Ces lumières clignotantes vacillaient entre les arbres des bordures de champs, dans le sens nord-sud. On aurait cru que c'était de fortes ampoules électriques placées sur des poteaux. Quoi? Le 29 août 1975 à 23h, je venais de Muret avec mon véhicule et je gagnais Longage, dans le département 31. À un endroit, j'ai vu une voiture en travers de la route. Le conducteur était à l'intérieur, affolé. Il m'a montré une grosse boule qui était dans le ciel. Plusieurs personnes entendues verbalement ne rejettent pas l'existence des soucoupes volantes et ne rejettent pas non plus la possibilité de telles apparitions. Monsieur Satanas, puis-je vous parler? Êtes-vous sûr d'être réellement le docteur Satanas? Oui, bien sûr. Pouvez-vous le prouver? Mais bien sûr, car je dispose toujours de mes boutons, des boutons pleins de boutons pour transformer ma voix sur des tuyaux, bien comme ça. Voilà, la preuve est faite. Donc, cher public, il va falloir choisir entre Bacchus, Draculax, Fantomas, Smolduc, Polygraillon, Jurax et Dr. Zéphine. Et bien, s'il en faut un, je serai celui-là. Car pour la fin septembre, lors des élections. Le 29 septembre 1974, vers 0h50, mon fils Yonick, âgé de 20 ans, actuellement engagé dans l'armée de l'air avec le grade de sergent, rentrait d'un déplacement avec le groupe folklorique de Riec. Il était en permission de 48 heures. Il a rejoint son corps le 29 au soir, au fort de Montmorency. Il est venu nous appeler dans notre chambre, mon mari et moi, nous disant ceci: « N'allumez pas et montez vite. On est en présence d'une soucoupe. » Je suis rentré à mon domicile vers 1h30 du matin et j'ai regardé à ma fenêtre. Elle y était encore. Je l'ai observée jusqu'à 2h50. Elle montait et descendait. Et quand j'allumais la lumière de ma chambre, j'avais l'impression qu'elle se tournait vers la lumière. Elle se trouvait alors à une hauteur que j'estime à 3000 mètres environ. Le 6 novembre 1975 à 22h, alors que j'étais couché, j'ai entendu hurler le chien dehors. Je me suis levé pour voir ce qui se passait. J'ai remarqué une boule lumineuse aux dimensions d'un grand ballon
qui descendait du ciel. Elle émettait un sifflement ressemblant à un hurlement de sirène. Lorsque cet objet a atterri, 3 trappes se sont ouvertes en dessous et 3 pattes se sont dépliées et posées par terre. Au même moment, une pince est sortie sous l'engin au bout d'un bras. Cette pince, en 3 fois, a pris 3 choux et les a remontés dans la machine. L'observateur précise que l'échelle qui descendait de l'appareil ne touchait pas directement le sol. Cette échelle avait une forme de porte et il y avait sur cette échelle un petit bonhomme de type nain Michelin qui avait à son côté une sorte de cône brillant ou de sachet type métallique brillant. Lorsqu'il est descendu sur le sol, le petit bonhomme n'a pas fait de prélèvement. Son attitude, alors qu'il était au contact de notre planète, semblait maladroite, lourde et gauche, alors que dès qu'il touchait le métal de la soucoupe volante, il devenait beaucoup plus agile. D. Denis ayant affirmé qu'un bras sorti de la machine avait cueilli 3 choux, nous avons contacté M. W, propriétaire du champ, qui nous a déclaré qu'a priori aucun légume ne semblait avoir disparu, mais qu'il n'était pas en mesure de nous indiquer avec exactitude si des choux manquaient. Le 12 septembre 1975, à 22h05, j'étais couché. Je commençais à somnoler et j'ai été tiré de mon sommeil par un bruit puissant et sourd que l'on peut décomposer en 2 bruits. L'un pouvant être apparenté à un moteur diesel monocylindrique et l'autre à un échappement ou suintement continu. Au-dessus de l'intersection de la Villeneuve passe une ligne à haute tension, 2 lignes basse tension et une ligne téléphonique. Aucune anomalie n'a été signalée par les services EDF et PTT. Aucun autre témoin du phénomène ne s'est fait connaître. Toutefois, le 5 octobre 1974, M. B, docteur vétérinaire à Pont-Aven, nous signale qu'il a recueilli un chien de chasse qui présente une paralysie totale des membres antérieurs. Il ajoute que, d'après la rumeur publique, la bête a été découverte mardi 1er octobre 1974 dans un champ à 50 mètres du lieu supposé du phénomène par M. G. de Riec. Je ne pourrais vous donner l'heure exacte, mais tout se situait vers 0h30, 1h, 1h30. Il faisait clair de lune et le ciel était étoilé. Tout à coup, j'ai aperçu à 150 mètres environ de l'endroit où je me trouvais un engin de forme ronde qui atterrissait sur les rails de la voie ferrée, désaffecté Rouen-Le Mans, qui passe en face de chez moi. Je dis bien Rouen-Le Mans. Dans la nuit du 11 au 12 février 1975, j'ai rêvé à des raisins. La même nuit, j'ai rêvé sans rien voir. J'ai entendu des sons, genre bip bip, qui me parvenaient tantôt près, tantôt très loin. Cela a duré toute la nuit. J'ai parlé du rêve du raisin à mon amie Morissette, L. Au cours de la matinée, j'en ai parlé à 2 camarades de travail, Marc, L. et Guy, P. Ces personnes m'ont dit n'avoir jamais rêvé de ces fruits. Nous demandons le secours des spécialistes de la brigade de recherche afin d'effectuer des prises de vue photographiques et des moulages d'empreintes. À 10h, le capitaine et les gendarmes nous rejoignent sur les lieux de l'enquête. Y'a quelqu'un? Ouais. Bah cause mon grand. Rien à dire, bon bah allez on le coupe, allez hop. Le propriétaire du chien a été retrouvé. Et le chien a chassé toute la journée du dimanche 29 septembre 1974, lendemain de la prétendue apparition. Ce qui permet de penser que la brave bête n'avait pas fait de mauvaises rencontres traumatisantes la nuit précédente. Avec des témoignages aussi extraordinaires,
il n'était vraiment pas nécessaire d'extrapoler sur la paralysie explicable du chien. Ah, c'est un homme. Ouais, allô? Oula, ça y est, mon casque a fait 2 tours. C'est quoi? Non, c'est reconspiration de l'énergie brûlante. Mais c'est Dédé. Ouais, c'est ça. Bon, alors Dédé. On a été coupé tout à l'heure. Enfin, c'est pas nous, hein. Non, c'est nous, on est dans une cabine, c'est le merdier, on est 7 ou 8 là derrière. Ah oui. Alors, je vais bien expliquer si tu veux, alors, parce que ça a été un peu le cirque tout à l'heure. On nous capte à Arzano? Ouais, qu'est-ce que tu crois? Ah, j'entends les pièces qui tombent, alors c'est... Ouais, tous les soirs, on écoute quoi ton émission? Brosse, reluis, vas-y. Bon, alors, j'explique clairement. Ouais, mais tu fais vite, hein? Ouais, alors c'est le samedi 25 janvier à 22h. Ça se passe au Cala à Arzano. Et c'est la conspiration de l'énergie brûlante qui organise une nuit de climat dense et d'hypnose fascinant. Le ciel était très noir, complètement couvert. On ne voyait ni lune ni étoile. Nous sommes restés environ 5 minutes dans le noir. Sur le moment, je n'ai fait part à personne de ce que je voyais. À un moment donné, j'ai été obligé de m'arrêter comme retenu par une force naturelle. J'avais l'impression que mes tympans allaient éclater. J'ai alors pivoté lentement pour sortir du chemin et avancer quelques mètres. J'ai alors ressenti une chaleur étrange, accompagnée d'un souffle brûlant. J'étais figé, comme paralysé. Je ne pouvais faire un geste. C'est alors que j'ai aperçu un ange qui était dans le ciel, silencieux, sans odeur. Les chiens n'ont même pas aboyé. Très exactement cette soirée qui... New Wave, oui, ça, on a compris, mais pas essentiellement New Wave. Hein. Non, New Wave, punk, oui. Cold Wave, techno-funk, high fidelity. Le temps ne se raconte pas en minutes, mais en secondes. Un dernier petit affaire pour ça. Totalement désabusé. La rentrée c'était le 9, l'année 10, bordel, merde, c'est chier. Vacances c'est fini. Ouais. Puis merde, je peux pas dire quoi, c'est fini. C'est parti pour un an. Puis après qu'est-ce qu'il y a? Il y a le, je sais pas quoi, il y a un examen à la fin de l'année, ce qui paraît. Génial. Ah, c'est bien quoi, c'est comme de 51, c'était sympa. Enfin maintenant, terminé. Allez, salut Thierry. Monsieur M. Émile se trouve sur le balcon de sa maison à Saint-Martin-de-Valamas. Il est 6h25 le vendredi 29 août 1975. Il fait normalement jour, le ciel est dégagé avec quelques nuages. En attendant ses camarades de travail, A et D, il regarde la nature. Est-ce que nous sommes totalement libres? Est-ce que nous avons été créés par une intelligence qui est quelque part ailleurs, que certains appellent Dieu, d'autres le grand architecte de l'univers? Personne encore aujourd'hui ne peut répondre à cette question, mais ce qui me frappe, c'est que les plus grands savants, à commencer par Einstein, pensent que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Ce n'est pas un simple jeu de cartes qui a été jeté au hasard de la construction du monde, de son évolution et de la naissance progressive de l'intelligence humaine. Non, nous sommes bien sur la planète Terre parce qu'il y a un dessein, parce que chacun d'entre nous a peut-être une mission. Et ce qui est passionnant, c'est que les dernières découvertes scientifiques qui tentent de répondre à la question « Est-ce que nous avons été créés par une intelligence? Si oui, pourquoi? Quel est le sens de notre vie? Pourquoi mourrons-nous? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? » Eh bien, on commence à avoir des réponses scientifiques à ces questions que le monde se pose depuis qu'il est en état de penser. Ainsi, pourquoi ne pouvons-nous pas aller au-delà de la naissance du Big Bang? Tout simplement, affirment les dernières découvertes scientifiques, parce que nous sommes nés d'une formule mathématique magique à laquelle nous ne pouvons avoir accès pour l'instant, mais dont nous supposons l'existence. Et cette formule mathématique magique, si je prenais une image très simple, ce serait la suivante. Il y a quelque part dans un autre univers un garnement qui a séché l'école, qui est rentré chez lui, qui s'est mis devant son super ordinateur puissant et qui a créé
un monde non pas en 3 dimensions, mais un monde réel, celui dans lequel nous sommes, celui qui a fait votre vie, celle de vos parents, de vos enfants et la mienne. Et c'est quand il appuyait sur la touche « Execute » que le monde a été créé. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas aller au-delà de cet espace-temps qui manifeste la création réelle de l'univers dans lequel nous sommes. Et cela explique aussi certains textes initiatiques comme l'Apocalypse, qui prévoit que un jour, eh bien, celui qui nous a créés détruira son monde, suffira qu'il efface les données, mais il sera ce que chacun d'entre nous a fait, exactement comme on peut suivre une marchandise qui est marquée par le code barre. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous aurons un jour la réponse à ces questions fondamentales? Personnellement, je le pense, et grâce à la progression si rapide de la science depuis le XXe siècle, nous nous approchons sans cesse, peut-être, de l'intelligence qui nous a créés.